Bonjour à tous et à toutes. Je suis Diane Guerrier, déléguée pédagogique des éditions Hachette Fleu Editrice La Scuola, et mon collègue Nicolas Prinetti, qui est chargé de la coordination éditoriale, est à nos côtés pour la technique aujourd'hui. Alors, nous sommes Bonjour. très heureux de vous accueillir pour ce webinaire animé par Anaïs Doré-Mater, qui est autrice et formatrice des éditions Hachette Fleu, et qui nous parlera aujourd'hui de l'interculturel comme d'un pont entre l'élève et son apprentissage du français. Alors, avant de laisser la parole à Anaïs, je voulais vous rappeler que dès demain, vous recevrez l'enregistrement du webinaire ainsi que votre attestation et le PDF du diaporama du PowerPoint. D'autre part, pour que, si vous voulez, les interactions puissent avoir lieu au cours de ce webinaire, je vais vous donner quelques petites instructions. Donc, vous pouvez dès à présent, avec votre téléphone, flasher le QR code qui s'affiche à l'écran. Voilà. Gardez votre téléphone à portée de main pour réagir lorsque Anaïs nous le proposera. Si vous n'avez pas de téléphone à portée de main, vous pouvez ouvrir dès à présent une fenêtre dans votre navigateur et taper www.menti.com et entrer le code 29 53 31 68. Alors, lorsque Anaïs nous proposera d'interagir, les questions apparaîtront sur votre téléphone ou sur la fenêtre de votre navigateur. Vous pourrez alors taper les réponses et les réponses seront affichées en direct sur l'écran du webinaire. Voilà. Alors, je vous retrouve tout à l'heure et je laisse la parole à Anaïs. Merci Diane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un petit peu impressionnant d'être face à un écran, mais j'espère que vous pouvez tous bien entendre, comprendre malgré la distance. Et je suis ravie de pouvoir voir un peu d'Italie à travers votre audience aujourd'hui. Je vais me présenter très rapidement et puis ensuite je vous présenterai le sommaire de notre atelier, de notre présentation ensemble. Je suis professeure de français pour les étrangers depuis 2003, ça fait un petit moment. J'habite à Nice, donc je suis une voisine pour certains d'entre vous qui êtes plus vers le nord de l'Italie que vers le sud, bien sûr. En tout cas, j'en reparlerai pendant ma présentation, mais je suis dans un territoire qui n'a pas été sans l'influence italienne, donc je me sens assez proche de vous aujourd'hui. Je fais comme vous l'expérience de l'enseignement à distance et j'espère que ça se passe bien pour vous qui l'avez vécu, qui le vivez peut-être encore. Je parlerai à plusieurs reprises de certains exemples et de certaines activités qui pourraient nous donner confiance dans ces périodes un peu technologiques ou un peu difficiles parfois, mais bon, on est obligé de faire face et je suis sûre qu'on le fait tous avec sourire. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, ce que j'enseigne moi, je vais vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez mieux les exemples que je vais choisir et puis aussi la manière dont je vais présenter certaines choses. J'enseigne essentiellement le français aux étrangers et comme j'habite à Nice, vous devez bien imaginer qu'avec tout le tourisme que nous attirons, eh bien, nous avons toutes les nationalités. Ce qui veut dire que la plupart du temps, je n'ai pas les mêmes conditions de travail que vous. J'enseigne à des groupes où il y a de grands adolescents, des lycéens, mais surtout des adultes, tous les âges et toutes les nationalités. Et puis, même si Nice est un peu italienne, je suis en France. Donc, je vais bien évidemment tenir compte de ça quand je vous expliquerai ou quand je vous présenterai des exemples. Cependant, pour vous rassurer, sachez que j'ai travaillé dans d'autres pays, essentiellement le Vietnam et puis un peu les États-Unis. Et en France, j'ai eu la chance de nombreuses fois et encore aujourd'hui de travailler avec des groupes italiens, des lycéens et également des étudiants du Politecnico di Torino. Pardon, je ne parle pas italien, je n'ai pas l'accent. Voilà, donc j'ai un petit peu des composantes différentes dans mon parcours. Je suis passée à la formation de formateur. J'ai contribué, j'ai participé en fait, plus que contribué, à un ouvrage sous la direction
des éditions Hachette, destinées à aider les professeurs à gérer le tableau, gérer l'oral pendant la classe. Et puis finalement, j'ai commencé à participer à des méthodes pour Hachette, pour l'Italie, mais également pour l'international avec Cosmopolite, que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, j'ai essayé, quand j'ai pensé à cet atelier que je fais avec vous aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de penser à votre situation spécifique à vous et comment on peut transposer des expériences de culture et des rencontres interculturelles avec la France quand on n'est pas en France, par exemple, parce que finalement, les problématiques, vous le verrez, et je pense que certains d'entre vous l'ont déjà réalisé par des expériences concrètes, ces rencontres interculturelles, elles peuvent se faire même à l'intérieur d'un groupe d'adolescents qui sont tous italiens. C'est le cas pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, par exemple. Voilà, donc je vous présenterai des exemples de mon expérience, mais également de C'est à vous, la dernière méthode à laquelle j'ai participé et qui est destinée aux lycéens italiens. Voilà. Il y aura les références indiquées. Si jamais vous êtes amené à travailler avec cette méthode, ça peut être utile. Mais une fois de plus, j'ai vraiment essayé de me mettre à votre place et c'est peut-être la première chose que je devrais vous dire. Je crois très sincèrement que, en tant qu'enseignant, nous sommes tous des auteurs. Voilà. J'ai pu participer officiellement à des choses qui sont écrites dans des livres, mais je pense sincèrement que quand on commence à concevoir un cours, à penser à des activités, à imaginer comment notre public va nous recevoir, eh bien, on est déjà dans la conception. Donc, vous êtes tous des auteurs, on est tous des auteurs et on va essayer de travailler ensemble à cette notion. Je vais utiliser pendant la présentation, comme Diane l'a dit, je vais utiliser plusieurs questions qui me permettront d'avoir un peu d'interaction avec vous. Et surtout, vous avez la possibilité de me poser des questions à la fin de la séance. Vous verrez également, toujours pour vous prévenir, que je vais passer, j'espère que je vais bien réussir à changer de page, je vais changer d'application à plusieurs reprises et je partagerai avec vous un tableau blanc. Parce que un tableau blanc, c'est la classe, parce qu'un tableau blanc, c'est notre vie de professeur, et aussi parce que c'est ce que j'utilise maintenant à distance. J'ai une classe, moitié en classe et moitié à distance, et c'est quand même une seule classe. Donc, vous verrez comment aussi on peut insérer un tableau blanc réel ou virtuel dans mes exemples. Voilà. Si vous voulez bien, je vous montre le sommaire rapidement, sachant que vous aurez à nouveau la précision des thématiques quand le bon moment arrivera dans le diaporama. Je vais bien sûr commencer par expliquer comment sont nées les démarches que je vais vous proposer, les démarches que nous avons appliquées avec ma co-auteure, Benoît Mathieu, notamment. Mais je voudrais vraiment que l'on laisse une place au début de notre présentation pour bien comprendre de quoi on va parler ici. Quand on parle de culture, quand on parle d'interculture, de quoi parle-t-on? Les exemples arriveront en dernière partie et seront de 3 types, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais je commenterai plus tard. Voilà. Commençons par cette place pour la culture. Comme je l'ai dit, je travaille principalement en France. Alors, on pourrait peut-être imaginer que, comme je suis en France et que je suis au milieu de la France, des bâtiments français, des gens qui parlent français, des magasins français, etc., la culture n'est pas un problème, mais ça va de soi. Cette idée d'évidence, on la retrouve aussi, et je suis sûre que vous en avez fait l'expérience, quand on considère l'évocation du mot France. Quand on pense France, on pense, et c'est ce que j'entends dans tous mes cours, dans toutes mes rencontres, les gens me disent toujours « Ah, mais la France, ben oui, l'histoire, le patrimoine, l'architecture, la littérature, la philosophie, l'art, la gastronomie, la langue française, etc. » C'est une évidence. La culture française,
et c'est une évidence qui est partagée par la culture italienne, et presque toutes les cultures, j'ai envie de dire, quand on évoque son pays, on n'est pas que dans une transmission linguistique, bien sûr. Mais arrive tout de suite, du même fait, la deuxième question. Oui, mais quelle culture? Quelle culture? Si on parle de la culture française, est-ce qu'on parle de la grande culture, de celle qui impressionne, de tous ces livres du 19e siècle que nos étudiants ne sont pas encore capables de lire en français? De quelle culture parle-t-on? Est-ce qu'on ne parlerait pas aussi, par exemple, de, je ne sais pas, des valeurs que les Français ont, des grèves que les Français font, des protestations que l'on peut entendre dans la conversation, des compliments, des valeurs d'amitié, bref, beaucoup de questions se posent. Quelle culture? Comment l'enseigner? C'est-à-dire que si je veux enseigner de la culture, est-ce que je fais seulement un cours très magistral où moi je sais, j'explique et j'espère transmettre à ceux qui m'écoutent et ceux qui me regardent? C'est une vraie question. Et c'est vraiment une problématique quand on veut une classe interactive, dynamique, et quand on veut que ça marche et que tout le monde passe un bon moment et qu'il en reste quelque chose. Peut-on l'intégrer donc dans cet apprentissage dynamique? Est-ce que ça peut rester dans le cadre du cours de langue ou bien est-ce qu'on fait des études de culture et civilisation française? Comment faire? Finalement, et c'est l'une des questions les plus prégnantes que je sens quand nous parlons avec les collègues de l'école où je travaille à Nice, est-ce que les publics débutants peuvent accéder à des contenus culturels? Ou est-ce que finalement, les publics débutants doivent se contenter eh bien, de lire des choses dans leur langue maternelle, de chercher à traduire ou à simplement faire des listes de voilà les spécialités que je peux manger dans la ville de Nice, voilà les musées qu'il faut que je visite, et ils vont regarder ces mots finalement comme des icônes, mais ils ne vont pas accéder véritablement à une culture par des listings. C'est une vraie question pour les enseignants de mon école à l'Alliance française de Nice, c'est une vraie question pour les enseignants des autres pays, et je pense que pour tous ceux qui participent à des créations de contenu, à des plans de cours, c'est une vraie question aussi. Alors, pour être très clair, j'ai préparé cette petite diapositive, mais je pense que ici, je n'apporte pas beaucoup de choses. On est bien d'accord sur le fait qu'il y a ces caractéristiques, on va dire, visibles et ces caractéristiques que l'on va dire cachées, celles que je viens d'évoquer il y a quelques minutes. Dans la colonne de gauche, vous voyez celle qui impressionne, cette montagne de la culture. Et puis dans la colonne de droite, ces choses qui sont un petit peu plus difficiles à toucher, à aborder, mais qui sont la condition sine qua non de véritable intériorisation et compréhension. Ce sont deux mots que je vais réutiliser, de la culture. Voilà. Je vous propose donc un premier exemple concret et qui ne va pas s'appuyer sur des ressources spéciales, puisque je vais vous parler des cours que je fais moi ici à Nice, que j'ai des groupes de plusieurs nationalités ou des groupes d'une seule nationalité, qu'il s'agisse d'adolescents, qu'il s'agisse d'adultes, qu'il s'agisse de professionnels, de gens qui sont là pour leur vie privée, ou bien qu'il s'agisse de futurs professeurs de français langue étrangère qui viennent terminer un master à l'Université de Nice. Pour tous ces publics-là, il y a toujours un moment dans nos programmes qui concernent le patrimoine de la ville de Nice. Et il faut faire des choix. Alors, je reprends mon questionnaire. Comment l'enseigner? Quelle culture enseigner? Pardon, c'est dans l'autre sens normalement. Quelle culture enseigner? Bien sûr, je peux facilement aller dehors avec mon groupe, faire quelques magasins, le marché, aller acheter quelques spécialités et ce sera formidable. Ce sera formidable avec des débutants, avec d'autres, avec tous. Cependant, si je dois, par exemple, leur expliquer, et souvent ils me posent des questions,
Mais pourquoi est-ce que les styles sont si différents? Pourquoi est-ce qu'à Nice, il y a autant de présence anglaise, de présence russe, présence italienne? C'est assez facile, mais ça demande quand même des explications, etc. Comment est-ce que je peux arriver à leur expliquer, même quand ils sont à un niveau A1, peut-être pas les premières semaines de A1, mais A2, fin de A1, début A2, comment leur expliquer quel a été le parcours de ma ville? Bien sûr, comment faire ça et être dynamique, continuer dans un cours qui soit un échange, où moi je sois seulement une passeuse, une médiatrice de ce que je sais et de ce qu'ils aimeraient savoir. Comment faire pour ne pas faire un cours magistral? Ça, ce sont toutes mes questions qui sont bien évidemment propres à l'enseignement de la culture française. Mais je peux retourner ma question autrement. Je viens de partir d'un exemple qui est un exemple de contenu culturel. Vous allez me dire, mais quand je fais mon cours tous les jours, il n'y a pas de culture tous les jours. Chaque objectif n'a pas en association un objectif culturel. Je n'ai pas à parler de la culture française à tous les cours, bien sûr. Mais si vous repensez à la diapositive que j'ai montrée tout à l'heure avec les 2 colonnes de culture, je ne peux pas oublier que même dans les actes de parole les plus quotidiens, les plus habituels, les plus fréquents, il y a plus ou moins caché, plus ou moins, de la culture aussi, à travers les valeurs, à travers le vivre ensemble, à travers les codes, le savoir-vivre, bref, à travers beaucoup de choses. Donc, dans tous les cas, que je cherche à atteindre un objectif culturel ou pas, je dois avoir cette idée de dynamique. En tout cas, c'est celle que l'on veut avoir maintenant et je crois que nous préférons tous une classe dynamique plutôt qu'une classe avec des étudiants qui progressivement ont les yeux qui se ferment. Voilà. Aujourd'hui, à travers la mise à distance qui est la nôtre pour toutes les raisons sanitaires que nous savons, je crois que nous ne pensons plus tout à fait de la même manière. Nous avons tous compris que il peut arriver que pendant quelques semaines ou plus encore quelques mois, nos interactions en présentiel, physique, dans les mêmes locaux, soient interrompues. Je pense donc qu'il est particulièrement important de se poser la question de cette dynamique de comment accéder à ces différents aspects culturels, même quand on est séparé, même quand on n'est pas dans la même pièce, même quand on est, pourquoi pas, dans des pays différents, c'est en tout cas ce qui me concerne, que l'on soit en France ou que l'on soit ailleurs, on peut réussir à mettre en place ces ponts, ces connexions. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous, de vous montrer aussi un peu avec ce que je vais appeler la médiation interculturelle. Cette médiation, comme un pont, vous envoyez l'image sur votre écran maintenant. Pour commencer, cette médiation culturelle, qu'est-ce que ça va être dans mon esprit quand je vais vous en parler? Ce qui apparaît très rapidement, peut-être moins pour vous parce que la culture italienne et la culture française ont une relative, voire assez grande proximité, même si nous avons des différences de taille, bien évidemment. Mais cette recherche d'une base commune, elle va particulièrement s'affirmer lorsque on se trouve dans un contexte culturel plus éloigné. J'ai beaucoup d'étudiants chinois, par exemple. Il est bien évident que imaginer que l'on va pouvoir partager les mêmes codes et les mêmes références et se comprendre sans malentendu comme ça ne sera pas possible. Quoi qu'il en soit, que l'on soit proche, vous en Italie, que l'on soit éloigné, avec certains de mes étudiants venus d'autres continents, la recherche d'une connivence est importante. La connivence, c'est la base de compréhension, c'est une base commune, mais c'est aussi le plaisir. La connivence, c'est la complicité, c'est l'envie qu'on a de faire un clin d'œil à la personne qui nous regarde. C'est ce qui peut un peu remplacer en ce moment les contacts physiques que nous ne pouvons pas bien avoir. C'est partager un éclat de rire ensemble. Tout ça nécessite un peu de cette connivence, de cette complicité.
À partir de là, il faut que je comprenne que si je recherche une connivence, bien sûr, c'est qu'une distance me sépare de l'autre. Une distance qui me sépare de l'autre et que je dois objectiver, dont je dois prendre conscience et qui nécessite que je me regarde moi comme un alter ego. Moi aussi, je dois me regarder, je dois m'interroger, je dois me comprendre si je veux comprendre cette distance. Je prends conscience de moi et grâce à la compréhension que je vais avoir de mes fonctionnements et la compréhension que je vais acquérir des fonctionnements de l'autre, je pourrai mesurer cette distance, je pourrai savoir comment la parcourir, je pourrai savoir comment peut-être la raccourcir. En tout cas, je ne pourrai connaître l'autre que si je le comprends. Et je ne pourrai comprendre l'autre que si je comprends comment il me voit, de la même manière que je vois comment je le vois. À partir du moment où je dis que j'ai besoin de comprendre pour connaître, à partir du moment où je dis que je prends conscience d'une distance, tous ces éléments dans la réflexion m'amènent à me poser comme médiateur. Mais attention, pas seulement médiateur pour mes élèves qui sont face à moi et qui auront besoin de moi, professeur qui corrige, moi, professeur qui renseigne. Tu veux savoir comment on dit ce mot, voilà comment on dit ce mot. Moi qui vais peut-être permettre à deux élèves qui ont du mal à communiquer de se comprendre, d'éliminer un malentendu, mais je vais également leur permettre de comprendre les bizarreries des Français, parce qu'ils sont bizarres quand même, ces Français. Je vais également devoir être le médiateur de ma propre culture. Comment parler de la culture de l'autre si moi, en tant qu'enseignante, je ne suis pas capable de regarder ma culture et peut-être de critiquer ma culture, pas dans le sens seulement négatif, mais de la sous-peser, de l'évaluer, de voir ce que ça représente. Voilà. Une fois qu'on a dit que les Français souvent sont râleurs, bah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit que c'est bien? Est-ce qu'on dit que c'est normal? Est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'on relativise? Est-ce qu'on plaisante? Je vais être la médiatrice de ma culture, moi française, et vous, je pense que la plupart d'entre vous êtes italiens, vous serez médiateur de la culture française parce que vous la connaissez, vous l'avez étudiée, vous allez en tout cas permettre à vos élèves de s'en approcher, mais de votre propre culture aussi, car vous allez devoir leur faire prendre conscience de leur culture et donc les rassurer en leur montrant que vous-même, vous êtes passé par ces prises de conscience. Et oui, c'est vrai qu'on peut dire que, c'est vrai que c'est surprenant que, c'est vrai, c'est bizarre, c'est vraiment bien, c'est intéressant, etc. Voilà, vous avez donc un rôle, nous avons tous un rôle qui est extrêmement important et qui va permettre de donner un contexte de compréhension, d'acceptation, de bienveillance. Ça, c'est un mot important, de bienveillance pour que tous nos élèves se sentent suffisamment bien pour s'exprimer, pour parler, pour participer, pour suggérer, pour contribuer et collaborer. Ce sont des mots importants, je pense. Voilà donc la route que nous prenons, ce pont que nous prenons, le pont de l'interculturel, qui véritablement, en tant que pont, pour moi, représente la médiation. À la fin, je me permets de signaler qu'à la fin de mon diaporama, j'ai inséré 2 références bibliographiques sur l'interculturel. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui existent et les références sont riches et surtout, toutes vos expériences sont à valoriser dans ce domaine. Voilà. Alors, je vous propose maintenant que l'on passe à une question pour vous. Dans quelques secondes, je vais afficher une page qui vous permettra de répondre à une question. Il y aura le rappel du QR code que vous avez vu au début du diaporama. Mais avant d'afficher cette question, j'aimerais introduire le premier exemple. On imagine qu'on est chargé de monter une petite activité culturelle pour la thématique suivante, se présenter. Donc ici, je choisis de faire une activité culturelle
pour autre chose. L'activité culturelle, il me semble qu'elle doit me servir à introduire une thématique, et ici, c'est la thématique se présenter, d'accord? Donc, c'est quelque chose que l'on fait tous, quel que soit le niveau de nos apprenants, quel que soit l'âge, etc. On doit tous parler des présentations. Alors, on est prof, Émilie et moi, ma co-auteure et moi, Émilie et moi devons concocter une petite activité et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut bien chercher comme thème, sachant que je veux faire ressortir un petit peu cette distance dont j'ai parlé. Je veux mettre en place la médiation, le dialogue, la négociation entre élèves, entre pairs, entre les élèves et moi, entre la culture et les élèves, etc. Il faut donc que j'arrive à choisir un thème qui provoque un petit peu de choc culturel, on va dire. Alors, quand il s'agit de l'Italie, pour se présenter, le choc culturel, mais qu'est-ce que vous avez comme idée? Est-ce que vous avez des propositions à me faire s'il s'agit de choisir une activité culturelle pour un cours de lycée sur la thématique suivante, se présenter? Quelles sont vos propositions? Je vous propose donc de répondre maintenant à la première question de notre formation, à savoir ce petit sondage. Vous avez un groupe de débutants. Vous avez enseigné l'unité 0, c'est-à-dire les bases lexicales et grammaticales. Vous vous préparez maintenant à commencer la première unité. À quelle activité culturelle pensez-vous pour introduire le thème se rencontrer? Je vous laisse répondre au sondage sur Mentimeter. Vous avez le QR code où vous pouvez entrer le code, évidemment. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre et nous regarderons les réponses ensemble. Alors, je pense que Nicolas qui vous a été présenté tout à l'heure, va nous afficher les réponses quand il les aura bien évidemment. On attend votre participation. Voilà, bonjour, bonjour à tous. J'ai juste affiché à nouveau les instructions pour se connecter, pour répondre. Oui. Et voici les premières réponses qu'on a reçues. Alors, je prends connaissance avec vous des réponses que je vois. Oui. Alors, je vois que vous pensez à des jeux de rôle, à des activités brise-glace, les emprunts en français, vice-versa, le concept de la bise, tiens, les pays d'origine et les formes de salutation. Ça, bien sûr, quand on a un contexte multiculturel, c'est super. Pardon, je ne vois pas toutes les réponses parce que l'écran défile, donc pardonnez-moi si je ne mentionne pas votre réponse. Une BD où des personnes se rencontrent, un voyage, conversation téléphonique, une vidéo sur les différentes manières de se saluer, la famille italienne, la famille française, présenter un chanteur qu'il aime. Il y a beaucoup de richesse et de diversité dans ce que vous proposez. Ok, formel, informel, les Italiens travaillent en binôme, chacun présente l'autre. Conversation téléphonique. Se présenter à deux. Un voyage, écrire un mail de présentation à un correspondant. Oui, bien sûr, l'échange avec un correspondant, que ce soit sous forme d'un mail, d'une vidéo ou pourquoi pas d'un message enregistré, c'est quelque chose qui peut être très sympa. Une fiche style carte d'identité, oui.
Alors, j'ai pris connaissance de beaucoup d'idées. C'est pas mal, j'en garde quelques-unes pour mes prochains cours. Merci à tous pour cette participation. Premier jour de classe en France, des élèves se présentent. Oui. Alors, j'ai envie de dire, quand je vois tout ça, je continue à regarder en même temps que je parle. Il y a beaucoup de vos propositions qui reposent vraiment sur du langage. C'est-à-dire que vous allez écouter et regarder peut-être des conversations et à partir de là, on va parler. Mais on a déjà du langage donc qui est là. La difficulté que l'on a très souvent, c'est d'avoir une activité qui permette à chacun de s'exprimer, de participer, même s'il n'est pas équipé linguistiquement. Imaginons un élève qui rejoigne la classe alors que les autres ont déjà commencé depuis peut-être 2 semaines. Ce n'est pas une grande différence, mais au tout début, c'est une différence énorme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme situation? Des situations dans lesquelles certains de vos élèves seraient peut-être très intimidés. La deuxième impression que j'ai, en plus de cette impression très langagière, c'est que il y a beaucoup de situations qui se transforment peut-être en langue maternelle très rapidement. C'est-à-dire que pour parler de ce que l'on aime, pour décrire une photo, est-ce qu'on a déjà tout le vocabulaire ou est-ce que seulement quelques élèves vont réussir à oser le faire? Moi, je fais très souvent ça. Je fais très souvent des présentations croisées avec utilisation de photos, avec utilisation de gestes si on n'a pas les mots. Donc, je partage aussi ces choses-là. Je partage ces idées que vous avez. Les jeux de devinettes, je les fais en général un tout petit peu plus tard, quand les étudiants ont déjà quelques semaines, qu'au moins ils ont peut-être un mois de A1 par exemple. Dans mon contexte à moi, une semaine c'est 20 heures de cours. Donc c'est bien sûr un volume horaire qui est important. Donc quand je parle de mois ou de semaines, excusez-moi, je reste très centrée sur moi-même. Vous proposez aussi des contenus de découverte culturelle. Par exemple, regardez la vidéo, écoutez la conversation de jeunes qui se parlent et de jeunes qui se rencontrent. Alors moi, j'aime bien l'idée d'une vidéo parce que ça permet de voir. Ça permet de voir. Et surtout, ce que j'aime bien sur une vidéo, c'est qu'on peut couper le son. Alors, je vais vous montrer. Merci encore une fois pour tout ce que vous avez proposé. Les modèles avec vidéo, les modèles de conversation, les modèles écrits. Merci Nicolas. Je retiens tout ce que vous avez proposé sur l'application Mentimeter. J'essaie de garder en tête vos propositions. Nous sommes partis effectivement de l'idée de se saluer. Se saluer, nous sommes partis non pas sur le langage, pour essayer de ne pas stopper tous ceux qui vont dire bonjour, salut, et qui ne sauront pas à quoi dire d'autre, ou peut-être que tous diront la même chose. Et nous avons imaginé, avec Émilie, que nous pourrions parler également, pardon, je reprends le contrôle de mon écran, voilà, de ceci, la bise, de geste. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est ce que nous avons imaginé comme introduction à l'unité numéro 1. C'est donc le livre de niveau 1, c'est le premier niveau. Et on a sur la page d'ouverture, en première activité, une activité d'interculture. Pour toutes les raisons que je vous ai déjà énumérées tout à l'heure. Pour toutes ces raisons de besoin de médiation, de besoin de pont, de besoin de un tout petit peu de choc culturel, parce qu'autrement, si on ne frotte pas un petit peu, on n'a pas l'enthousiasme qui est nécessaire pour commencer. On a donc choisi la bise. Et on a adopté, bien évidemment, il a fallu pas mal de temps pour arriver à ces 3 étapes, parce qu'on se pose des questions, comme vous, quand vous préparez un cours, vous vous demandez ce que va répondre l'apprenant, ce qu'il va imaginer, ce qui serait le plus intéressant de lui faire dire, de lui faire penser, toutes ces choses. La démarche qu'on a décidée, c'est cette démarche-là. D'abord, on va le faire réfléchir sur ses propres pratiques.
Et on va commencer, pas par du langage, mais par des gestes. Bien sûr, il faut qu'on passe par le langage, puisque on va s'exprimer, d'accord? Vous remarquez que pour cette première unité, la traduction en italien est présente. Ce n'est pas le cas pour les unités suivantes. Hein. Il y a une petite transition, bien sûr. On va donc amener l'apprenant à s'interroger sur les gestes qu'il fait pour saluer. Et si on cherche et qu'on réfléchit et qu'on les met en petits groupes pour réfléchir en italien, en français, surtout en italien, je pense à ce niveau, peu importe, on va très rapidement obtenir beaucoup de différences en fait, parce que on peut bien évidemment se faire la bise, s'embrasser, se serrer dans les bras, se serrer la main, se faire un geste. Il y a différentes possibilités. Je suppose qu'il y a des différences peut-être régionales en plus chez vous, dans votre pays, comme dans le mien. Voilà. Après cette réflexion, eh bien, on va découvrir avec une vidéo, j'en reparlerai après, on va découvrir les pratiques françaises, ces pratiques françaises, et vous verrez qu'on a à la fin de l'exploitation de la vidéo, c'est-à-dire à la fin des activités d'observation puis de visionnage, on aura après cela des infos culturelles qui ici sont très courtes et qui sont en italien, mais qui bien évidemment pour les autres unités sont en français et surtout seront de plus en plus longues à mesure que les étudiants seront capables de comprendre plus de choses. Une fois qu'on aura compris, découvert tout cela, eh bien, il s'agira dans un troisième moment de comparer. Comparer, c'est-à-dire avoir la possibilité de mettre en regard ce qu'on a découvert de la culture française dans l'info culturelle, ce qu'on a découvert dans la vidéo et dans les mises en commun, je vais vous le montrer. Mais surtout, il faudra mettre tout ce bloc de découverte face à ce que l'on a découvert ou en tout cas objectivé et observé de soi-même. Ben ça, c'est l'ensemble de mes possibilités en tant qu'Italien, c'est l'ensemble des possibilités de mes compatriotes, de mes collègues, de mes camarades, etc. Et on pourra comparer. De cette comparaison permettra de faire naître pas seulement une médiation culturelle, psychologique, mais également une véritable entrée, un pont, un tremplin qui permet de plonger dans la thématique de ce premier dossier. Évidemment, sur cette page d'ouverture dont j'ai parlé, il n'y a pas que cette activité interculturelle. Il y a également un nuage de mots, il y a également des documents iconographiques qui permettent de faire émerger d'autres sous-thèmes qui sont associés au grand thème de la première partie qui s'intitule « Comment ça va ?» Bien évidemment, il y a différents sous-thèmes pour entrer dans ce thème. Je vous propose maintenant, la médiation, je l'ai dite et je ne l'ai pas fait apparaître, viendra après dans la finalisation des comparaisons et je vous montrerai quelque chose qui n'est pas directement dans le manuel, qui est suggéré dans le guide pédagogique et qui est quelque chose que j'aime particulièrement, le fait de finaliser tout ça par quelque chose, qu'on puisse produire quelque chose. Ça, c'est un petit peu mon côté actionnel. J'aime bien notamment cet aspect de des pratiques pédagogiques actionnelles. Voilà, on y revient après. Donc, j'ai mis les références, vous les verrez plus tard. Je vous propose maintenant de passer à mon tableau blanc. Mon tableau blanc, il est ici, vous le voyez. Je reprends mon manuel dans la mesure où je n'ai plus sous les yeux l'activité que je viens de vous présenter, l'activité sur la bise, et je reprends la première question. La première question, vous vous rappelez, dans notre principe, dans notre démarche, la démarche que nous avons adoptée, nous avons décidé, excusez-moi, je cherche ma page, nous avons décidé que cette première question permettrait de s'interroger sur ses propres pratiques, de les faire émerger, d'en parler, de les regarder un petit peu comme ça.
Alors, on peut imaginer que quand on leur a demandé quel geste vous faites pour saluer, en Italie bien sûr, on peut imaginer un certain nombre de choses. On peut imaginer qu'ils vont nous dire, eh ben, serrer la main, toucher l'épaule, le bras. Moi, je les écoute et j'écris. À ce stade-là, on ne peut pas demander à faire à ce qu'un étudiant le fasse parce que ça va être trop long. Alors, j'écris leurs propositions. Il y en a plein. Je les écris. J'écris autant de choses que possible. Je les écris en français, ça fait des mots écrits, c'est important d'avoir ces mots-là. Et puis la deuxième question arrive, est-ce que ces gestes peuvent surprendre un étranger, à votre avis? Et pourquoi? Ben là, je ne vais pas faire une simulation avec vous et je vais partir du principe que peut-être ils vont faire remarquer que je ne sais pas, toucher l'épaule ou le bras, ça peut surprendre, ça peut peut-être faire sursauter quelqu'un, peut-être que faire la bise, imaginez, et c'est ce que vous pouvez leur dire, s'ils n'ont pas de réponse à cette question, bah, rien ne peut surprendre, j'ai toujours fait comme ça, c'est pas surprenant. Et un Coréen alors? Une personne coréenne qui viendrait vous rencontrer? Les Coréens ne se touchent pas pour se parler, les Coréens ne se serrent pas dans les bras, on est sur une salutation qui est extrêmement distanciée et qui n'implique pas de toucher l'autre. Bref, il faut faire ressortir d'une manière ou d'une autre que cette proximité physique peut surprendre. Voilà. Donc, dans la partie B, moi, je dirais que à vous de faire ressortir les choses que votre groupe aura dites. C'est extrêmement libre et c'est très bien. Mais c'est bien d'avoir des choses écrites au tableau. Pourquoi? Parce que ces choses-là, on va en reparler quand on comparera. Et quand on comparera, on aura déjà de la matière. Ils auront des choses qu'ils pourront dire parce qu'ils auront entendu ces mots, on en aura parlé, donc ils les auront compris, déjà un peu assimilés, ils sont devant eux, très bien. On a un tableau qui est déjà un peu comme une ressource, une boîte à outils, on pourrait dire. Voilà. Alors, on continue, bien évidemment, on continue avec, je repasse sur mon tableau du diaporama et on arrive à la vidéo. Avant de regarder la vidéo, on émet des hypothèses, on voit le titre, combien de bises, on voit qu'il y a différentes couleurs, on voit qu'il y a une légende, on émet des hypothèses. On peut imaginer toutes les hypothèses qu'ils font. Je ne l'ai pas mis sur mon tableau Smart pour ne pas perdre de temps parce qu'on a peu de temps, mais bien évidemment, vous pouvez écrire toutes les propositions d'hypothèses comme je l'ai fait pour la question 1 et on va ensuite pouvoir visionner sans le son, on reste sur les gestes. On ne veut pas repasser à la parole tout de suite, on reste sur les gestes. On va pouvoir visionner sans le son et on va pouvoir confirmer les hypothèses ou invalider les hypothèses. Qu'est-ce qui aura été réservé? Qu'est-ce qui aura été conservé, pardon. À l'arrivée, on se rend compte que le nombre de bises, eh bien, il varie dans différentes régions. Voilà ce que l'on voit. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder cette vidéo à présent et je pense que c'est Nicolas qui va reprendre la main pour cette vidéo. Les Français embrassent sans compter, mais ne comptent pas toujours le même nombre de bises. Une bise, pas plus, dans le nord du Finistère, un peu comme en Belgique. Une, c'est un peu cheap, ça fait un peu... bon, deux, ça va. 2 bises, c'est justement ce que font la majorité des Français. Dire aux gens qu'on les aime. Certains gourmands en font 3 dans la région du Sud-Est. Les plus âgés, eux, en font même 4, notamment au nord de la Loire. Merci Nicolas. Alors, je reprends le tableau et une petite chose. Normalement, c'était sans le son. C'est pas grave du tout, mais l'idée, pardon, vous ne voyez pas mon écran, voilà, merci. Il aurait donc fallu normalement, et c'est ce que l'on fait quand on le fait en classe, couper le son. L'idée étant de rester focalisé sur les images et tout simplement de ne pas avoir le langage, les paroles échangées
qui risque peut-être d'interrompre l'étudiant dans l'imagination de ce qu'il peut voir avec la carte et de ce qu'il peut imaginer dans les paroles des personnes qui s'expriment à titre de témoins. Voilà. À présent, je vais pouvoir, je vous remets mon écran blanc, je vais pouvoir me lancer dans l'étape suivante. L'étape suivante sera, après avoir exploité cette vidéo, comme vous savez très bien le faire en classe, il s'agit bien évidemment de s'intéresser à la comparaison. Alors, cette comparaison, il va falloir établir les points communs pour faire la bise entre la France et l'Italie, ainsi que les différences. C'est ce que demande l'activité et c'est traduit en italien. Il s'agit donc de faire collaborer ensemble un certain nombre d'étudiants, à distance ou en présentiel, peu importe, et il s'agit de leur permettre de réutiliser ce qu'ils ont vu. Si vous vous rappelez, et je vais vous le remettre à l'écran juste pour être très clair, on a ici une information culturelle qui nous est délivrée. On nous a expliqué quand se pratiquait la bise, avec qui se pratiquait la bise, ainsi que combien de bises. Cela est renforcé par la vidéo et la capture d'écran qui reste présente une fois que la vidéo est terminée. On a donc imaginé ensemble, on a découvert des informations culturelles. Maintenant, on peut comparer. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas laisser toutes ces conversations que l'on a eues avant, les conversations d'abord sur « mais qu'est-ce que je fais moi en tant qu'Italien? Qu'est-ce qu'on fait dans mon pays ?» Ensuite, la compréhension de ces informations culturelles qui sont à la fois dans l'encadré et dans la vidéo, il faut trouver le moyen de les réintégrer. Moi, je le fais de manière extrêmement simple, c'est-à-dire que je reprends systématiquement toutes les catégories qui ont pu apparaître et je les fais apparaître sur mon tableau. Je mets toujours des parties sur mon tableau, des zones d'une certaine manière qui vont me permettre et qui vont leur permettre d'avoir des choses qu'ils peuvent réutiliser. Il faut, à mon avis, qu'on puisse le faire. On voit ici qu'on a quand, avec qui et combien. On peut reprendre ces catégories. Pourquoi pas? Voilà ce que je vous propose. C'est ce que je fais en tout cas. Mes étudiants vont donc comparer et dire bah, nous en Italie on fait plus souvent, on fait moins souvent, bref. Je regroupe quand ils vont me proposer leurs réponses, je vais les noter dans l'une des trois colonnes. Peu importe leur ordre à eux, moi je prends, je note, je suis médiatrice. Je ferai réaliser à tout le monde qu'ils ont d'abord indiqué quand, plus tard. Je le fais disparaître, je l'ai effacé trop tôt. Je vais également noter dans une autre zone de mon tableau, un autre espace, avec qui. Vous vous souvenez, c'est ce qui était apparu dans les infos culturelles. Et finalement, une dernière section me permettra de faire apparaître la troisième partie de mon questionnement, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des variations régionales, locales, etc. Me voici donc arrivée avec toutes mes catégories. Ce qui veut donc dire que quand j'arrive à la fin de cette activité, et pour l'instant je suis restée uniquement sur le livre avec les questions qui sont posées par le livre, eh bien j'ai pu déjà partager des moments probablement de complicité. Est-ce que ça nous a amusé de voir que les Français parfois se font 3 bises? Imaginez le mime que vous pouvez faire en classe. Hein. Bien sûr, on ne peut plus faire de bises en ce moment, mais on peut mimer quand même le... Et puis on reste une troisième fois parce que on est quelqu'un qui pratiquait 3 bises. Parfois on en a 4, parfois on en a 3, parfois on en a 2. C'est du vrai choc culturel, même pour les Français. Moi, je n'en fais que 2. Alors imaginez pour des étrangers. Je pense qu'il y a eu matière à rire. Il y a eu matière à rappeler plein de mots, plein d'expressions qui ont été vues dans l'unité 0. On a écrit des choses au tableau. Ça sert de référence, ça sert de rappel. Ça permet véritablement d'entrer au même titre qu'un nuage de mots, au même titre que les objectifs qu'ils peuvent lire annoncés sur leur première page. En gros, ce que j'essaie de montrer ici, c'est que
le tableau est devenu véritablement le résultat de toutes ces petites médiations ou grandes médiations, selon le sujet abordé, qui auront eu lieu à l'intérieur du groupe et entre le professeur et les étudiants. Voilà. Ça, c'était pour mon premier exemple. Je vais donc maintenant revenir à mon tableau. La médiation. La médiation, je vous propose également, pour cet exemple et pour un deuxième que je passerai bien sûr beaucoup plus rapidement, de considérer aussi ce qui est contenu dans le guide pédagogique. Alors, je suis professeure comme vous, je n'ai pas toujours le temps de lire tout le guide pédagogique, bien évidemment, je le confesse, mais il y a toujours des petites choses, des trucs qui sont bons à savoir. Le guide pédagogique permet notamment d'avoir des activités complémentaires qui peuvent nous permettre de faire des choses différentes. Je pense au distanciel, je pense à vous tous qui êtes à distance. Parfois, on se demande comment on peut faire pour garder notre élève dans une dynamique une fois que la caméra est arrêtée et une fois qu'il retourne à ses activités ou qu'il passe à une autre matière. C'est vrai en classe, mais c'est encore plus vrai, je crois, quand on est avec cette distance technologique maintenant. Et je crois vraiment que imaginer des prolongements, pas seulement des exercices, c'est très bien les exercices, il faut des exercices, mais leur donner quelque chose à faire qui permette un petit peu de remettre tout ensemble et de regrouper, de rassembler toutes ces petites choses que l'on a vues, que l'on a vécues, que l'on a peut-être ressenties, des moments de rire, pourquoi pas. Il faudrait leur trouver une petite place pour que ce ne soit pas juste oublié comme activité d'introduction. Il faudrait en laisser quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous trouverez, et c'est le cas par exemple pour cette première activité, on propose en activité complémentaire de médiation dans le guide pédagogique la possibilité de réaliser une carte. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, elle est ici. On vous propose effectivement de réaliser une carte sur la pratique de la bise, mais cette fois en Italie. Bien sûr, j'ai mis la référence que vous pourrez retrouver, mais ce qui est pas mal ici, c'est que ces activités de comparaison de médiation, j'ai mis ici sur ma présentation que c'était tellement bien pour la liberté d'expression et pour l'égalité, pour gommer un petit peu les appréhensions, les peurs entre les élèves ou face à la langue française, etc. Ça permet vraiment de donner l'occasion à tout le monde de s'exprimer puisqu'il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte à apporter. Dans tout ce qui est comparaison puis médiation, on n'a pas d'erreur possible. Donc, c'est extrêmement agréable pour eux, mais pour nous aussi, qu'il n'y a pas de « c'est vrai et c'est faux ». Il n'y a pas ça. La médiation en elle-même, elle va permettre de réaliser une tâche en prolongement qui continue dans le même mouvement. On partage, on est à égalité et on propose quelque chose qui est une proposition, qui n'est pas ni correcte ni incorrecte, mais qui est simplement une manière que l'on va choisir de réutiliser ce que l'on a vu. Peut-être de prendre un modèle du vocabulaire, etc. Donc ça, excusez-moi, je suis allée trop vite. Je reviens en arrière et je vous remontre mon écran blanc. Pour mon écran blanc, ici, je vous ai mis quelques informations qui vont dans le même sens que ce que nous avons vu avec le guide pédagogique il y a quelques instants, mais j'ai également autre chose à vous proposer. Et je pense que vous avez tous de nombreuses choses à proposer quand il s'agit de mettre en application ou faire une tâche collaborative en petits groupes. On pourrait très bien aussi imaginer comme une petite infographie, un petit guide ou kit de survie pour le moment joyeux où les étudiants, les lycéens, les collégiens pourront recommencer à faire des échanges. Quand un Français arrivera dans leur famille, dans leur école, quand ils iront en France, ce moment d'échange, pourquoi ne pas imaginer une petite infographie qui informerait, par exemple, les étudiants français qui viennent dans leur établissement sur les gestes et les contacts physiques
qui se font, qui ne se font pas, selon la relation, selon le moment, etc. On pourrait imaginer ça avec des icônes. On n'a finalement pas besoin, dans ce document qui est à montrer, on n'a pas besoin de mettre tous les mots. Et un autre apprenant pourrait être chargé de présenter, de mettre en mots ce que l'on voit sur les icônes. Mais sachant que tout est éclairé, explicité par les icônes. Hein. Comme autre activité de prolongement, pourquoi ne pas imaginer sans le son les paroles qui pourraient accompagner les gens qui se rencontrent sur la vidéo. On voit des gens qui se disent bonjour. On pourrait aussi imaginer une voix off des étudiants qui se mettraient d'accord sur un petit texte à dire sur certaines scènes de la vidéo. On peut imaginer beaucoup de choses, mais des choses qui nous permettront, une fois qu'on a fait ces comparaisons et qu'on a établi un pont sur ce qui est différent, ce qui est pareil, ce qui est choquant, ce qui est bizarre, ce qui est drôle, ce qui est mignon, on peut imaginer toutes les activités possibles. Et cette fois, je ne me trompe pas, je retourne à la présentation du diaporama. Voilà, c'était pour mon premier exemple. Bien sûr, si je suis allée trop vite, pas assez vite, etc., il y aura des espaces de questions et je vous laisserai mes coordonnées si vous avez d'autres questions à me poser. Je passe à l'exemple suivant et je vais le dérouler beaucoup plus rapidement dans la mesure où la démarche sera la même. Ici, il s'agit des sorties entre amis. Les sorties entre amis, c'est l'unité numéro 6. Donc, on a bien avancé. On est passé à l'unité numéro 6, ce qui signifie que, bien sûr, les apprenants, les lycéens ont la possibilité, la capacité de dire beaucoup plus de choses que lors de l'unité précédente. Ça veut dire aussi que ce n'est plus traduit en italien sur les livres. Ça veut dire que vous, professeurs, vous avez moins besoin de l'italien pour les mettre à l'aise en classe. Vous pouvez de plus en plus utiliser du français. Les informations culturelles vont être en français. Regardez. Ah, pardon. Pas tout de suite. Je vais vous montrer le document juste après. Bref, nous avons avancé dans les niveaux. Je n'ai pas proposé d'exemple de niveau 2 pour cette partie-ci parce qu'il m'a semblé que finalement le plus difficile, c'est d'imaginer toutes ces activités quand on est face à des jeunes gens qui ne parlent pas encore bien. C'est pour ça que j'ai choisi ces activités-ci. À présent, je vais vous consulter encore une fois. Cette fois, c'est pour un sondage. Vous n'aurez que 2 réponses possibles, oui ou non. J'aimerais savoir si vous avez la possibilité d'utiliser les téléphones pour des activités en classe. Et là, je parle donc des leçons en présence et non pas de la distance. Je pense qu'avec la distance, la question du téléphone, elle ne se pose plus, n'est-ce pas? On ne peut pas voir ce qu'ils sont en train de faire en même temps. Mais je crois savoir que les règlements sont peut-être variables. Je n'ai pas de certitude. C'est la raison pour laquelle j'aimerais savoir quelle est la proportion d'entre vous ayant cette opportunité. Je vous laisse répondre à la question. Nicolas, c'est à toi. Oui, on a une grande majorité. Mais ça, c'est super. On est donc au-dessus de 70%, aux alentours de 70% de oui. Ce qui signifie donc que la plupart d'entre vous avaient un jouet technologique supplémentaire pour dynamiser vos classes. Bien sûr, le propos d'aujourd'hui n'est pas du tout de donner dans la technologie et je me débrouille. On essaie tous de se débrouiller, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas une spécialiste de la technologie, même si j'utilise un vidéoprojecteur interactif en classe et que je prépare mes cours sur Smart, comme vous l'avez vu. Il n'empêche que je ne suis qu'une utilisatrice. Voilà. Alors, on arrive à quelque chose effectivement qui reste autour de 70% d'entre vous qui ont la possibilité d'utiliser les téléphones. Je n'ai pas prévu de questions supplémentaires pour savoir ce que vous en faites dans les leçons en présence et je suis sûre que certains d'entre vous pouvaient en faire quelque chose.
Je sais aussi à quel point il est difficile de faire sortir les téléphones sans avoir l'impression d'ouvrir une boîte de Pandore et d'imaginer tout ce que les élèves risquent de faire comme pratique non pédagogique avec leur téléphone. C'est un risque à prendre, mais parfois, leur donner cette possibilité-là, ça marche pour canaliser toutes les frustrations et toutes les envies. Le téléphone dans mes classes, une fois de plus, j'ai plutôt des adultes, surtout ces dernières années. Le téléphone est une ressource qui est en fait sous contrôle et je n'ai pas besoin de souvent le rappeler, juste de temps en temps. Je ne veux pas qu'ils utilisent par exemple de traducteur. Voilà, moi c'est quelque chose que j'interdis personnellement. Cependant, je leur propose toujours d'utiliser le téléphone pour des outils collaboratifs ou d'utiliser leur tablette ou leur ordinateur pour ceux qui l'ont avec eux. Et ça me permet de procéder à quelques activités, vous allez voir. Alors, merci pour ces résultats, Nicolas. Je vais reprendre le tableau. Merci. Voilà. Et nous allons donc repasser à l'activité suivante, à savoir cette histoire de sortie entre amis. Parce que pour cette activité, il me semble particulièrement intéressant qu'à la fin, encore une fois particulièrement intéressant, qu'à la fin, il y ait quelque chose qui regroupe tout ce qu'on aura vu, découvert et pratiqué comme vocabulaire, peut-être aussi avec du vocabulaire nouveau, mais pour en faire quelque chose dont on puisse être fier. Pourquoi pas un affichage, pourquoi pas une publication sur le site de votre classe ou de votre établissement, si vous en avez un, ou sur votre plateforme de partage, si vous utilisez de tels outils. Les sorties entre amis va donc se dérouler comme d'habitude avec la même démarche que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il va s'agir bien évidemment de s'intéresser d'abord à ses propres pratiques, de les regarder avec un peu plus d'objectivité ou pas d'objectivité, c'est pas possible, mais de distance et d'objectivation. On va donc mettre plein de mots au tableau, on aura plein de choses à dire, on aura ensuite une compréhension audio et finalement, avec une découverte culturelle et un texte d'information culturelle, et finalement, on arrivera à la partie comparaison qui débouche naturellement sur la médiation et l'activité complémentaire de médiation que je vous propose. Je vous propose rapidement de regarder ensemble à quoi ressemblerait mon tableau. Pas du tout passionnant, hein, ce tableau, c'est vraiment quelque chose de très simple. Je n'ai pas fait d'effet de mise en page. Les sorties entre amis. Alors, écoutez la question qui leur est posée. Qu'est-ce que vous aimez faire avec vos amis? Où et quand est-ce que vous vous retrouvez? Moi, j'entends donc qu'il y a différentes parties là-dedans. On parle de ce que l'on aime faire, le type d'activité. On parle de où on pratique ces activités. On parle donc de lieux, de destination, je ne sais pas, de lieux rêvés en temps de confinement, pourquoi pas, et de quand on se retrouve. Voilà. Alors, j'imagine bien qu'ils vont me donner dans le désordre. Moi, je les note selon 3 catégories extrêmement claires. Parce que toutes les choses qui nous auront dites, eh bien, elles vont pouvoir être réutilisées plus tard. Vous l'avez compris, dans la partie où on va comparer. Et puis, bien sûr, dans ma médiation finale, celle que j'aime bien. D'accord? Je reviens juste 30 secondes à mon diaporama et je vous propose d'écouter maintenant l'audio. Ce sera notre deuxième outil. Je vous propose de l'écouter. C'est à toi, Nicolas. Unité 6. Tu habites où? Activité 1. Bonjour, je fais une enquête sur les activités des lycéens avec leurs amis. C'est pour le magazine Phosphore. Tu es d'accord pour répondre à des questions? Oui, ok.
Comment tu t'appelles? Joris. Joris, tu es ici avec tes amis? Oui, nous adorons venir dans ce bar à manga. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on lit des mangas, on boit des sodas et on passe un bon moment entre amis. Et qu'est-ce que tu fais d'autre avec tes amis? On aime bien aller à Gamebox pour jouer à des jeux vidéo. Ou on va au centre commercial pour regarder les boutiques. Et quelle est votre activité préférée? Être ensemble, discuter. Et quand il fait beau, on va au parc faire du skateboard. Vous faites ces activités souvent? En général, le mercredi après-midi ou le samedi. Merci Joris pour tes réponses. Merci Nicolas. Donc, vous le remarquez bien sûr. Ah, je n'ai pas encore récupéré le tableau, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Vous le voyez donc ici très clairement. On a pu, je reviens à cette image, on a pu réutiliser ce que on a vu apparaître lors de la réflexion des élèves sur leurs propres pratiques et leurs propres habitudes. On entend que dans l'audio que vous venez d'écouter, on entend que le jeune homme interrogé, Joris, eh bien, il donne plusieurs possibilités de lieux où il fait des choses avec ses amis, où il retrouve ses amis. On entend des moments différents, le mercredi, le week-end, etc. On entend des types d'activités également qui sont différents. Je n'ai pas complété ici, mais naturellement, avec l'activité numéro 2, les listes vont s'allonger. Et on aura des listes avec des éléments italiens, avec des éléments français. Et à la fin, on pourra tout remettre ensemble et en faire quelque chose. Voilà l'activité complémentaire qui est proposée ici. Et c'est là que l'utilisation du téléphone peut être vraiment super. J'ai prévu aussi la situation dans laquelle on ne peut pas utiliser de téléphone pour des raisons matérielles, pour des raisons réglementaires. C'est tout à fait possible. L'idée d'un sondage, un sondage oral, un sondage écrit. Moi, je pense qu'il faut préparer des questions, qu'il faut les poser et probablement noter les réponses si on veut publier quelque chose. Mais l'idée serait vraiment d'arriver à des résultats partagés sous forme de statistiques. Je suis absolument certaine qu'à ce moment-là, les élèves découvriront des choses qu'ils ne savaient pas concernant leurs camarades ou pourquoi pas concernant les camarades d'une autre classe. On peut imaginer des échanges de questionnaires de sondage entre classes. Idéalement, moi, ce que je préfère ici, c'est un sondage sur Mentimeter, ce que vous venez d'utiliser vous-même. On élabore un questionnaire en grand groupe, Donc, chaque groupe travaille à des questions avec des propositions de choix, par exemple. On remet en grand groupe, on valide avec l'ensemble de la classe. Il faut négocier, c'est bien, ça fait encore de la médiation. On trouve les meilleures questions, on se met d'accord et finalement, on crée un sondage sur Mentimeter. L'enseignant sera le médiateur et tapera, ou pourquoi pas, un élève sera chargé d'être le secrétaire du groupe. Bref, ce qui est super à mon sens, c'est qu'à la fin, il reste quelque chose de tout ce qui vient de se passer. Il reste quelque chose qui ne concerne pas seulement une introduction. Il reste quelque chose qui aura permis de parler de moments de la journée, qui aura permis de parler d'activités, qui aura permis de parler de lieux, qui aura permis peut-être à certains de dire « Mais où est Gamebox? Tu as parlé de Gamebox ou d'un bar à manga, il est où ?» On peut imaginer toutes les conversations qui peuvent surgir autour des activités proposées par le livre, mais aussi au cours des activités complémentaires. Quand vous devrez concevoir une activité qui n'est pas dans le livre, dans celui-ci ou dans un autre, à mon avis, c'est la même idée. L'idée de pouvoir faire mobiliser autant de choses que possible, de pouvoir faire imaginer ce que l'on va trouver, vérifier ce que l'on va trouver, ça permet d'anticiper sur les contenus linguistiques du dossier et ensuite d'en faire quelque chose qui va rester et qu'on puisse assumer comme on a fait ça. On n'a pas juste dit, on n'a pas juste commenté, on a fait. Voilà.
Ça, pardon, c'était encore mon petit plus pour l'actionnel. Donc, j'ai fini avec le partage de mon document Smart. Je vais revenir maintenant à la présentation. Voilà. Si je fais un petit bilan de ces deux exemples, l'interculturel, il m'aura donné cette dynamique, du lexique, des structures, grâce aux premières activités qui permettent de réfléchir à sa propre pratique, à ses propres pratiques, grâce aux découvertes à travers un document authentique, puis à travers un point infoculture. Grâce à tout cela, j'ai des éléments. Grâce aux leçons précédentes aussi, j'ai des éléments. Bref, je crée un terrain qui va permettre d'avoir vraiment un espace un peu pacifique. Il n'y a pas de tension. On n'est pas dans l'appréhension, on est déjà en confort. On a plein de choses que l'on peut faire. Mon activité de médiation, je vais systématiquement pouvoir la mener en réutilisant tout ce qu'on a fait avant. Et je vous remets ici l'exemple que j'ai montré sur mon tableau Smart. Bien évidemment, on va aider les étudiants à s'organiser pour cette activité complémentaire de médiation. Ils vont s'aider entre eux. Ça va encore être de la négociation et du partage autour de ce qui aura été appris. Voilà donc pour le cœur de l'activité. La place à la technologie, bien sûr, elle est possible, comme vous l'avez vu. Le travail de groupe se fait, que ce soit à distance ou que ce soit ensemble. S'ils sont en virtuel, par écran interposé, en train d'élaborer des questions, c'est la même chose. Sur leur chat, il y a de l'audio, il y a de la vidéo. Ils peuvent taper les questions, un autre va les recopier sur Mentimeter. Tout est possible, ou les envoyer au professeur. Tout est possible. Et à mon avis, c'est authentique. Ils vont dire des choses en français, puisqu'il faudra écrire en français. Ils vont peut-être parler en italien aussi, mais bah, c'est bien normal. Hein. Voilà. Alors, je vous propose maintenant, après ces deux exemples, de regarder, et là, ce sera beaucoup plus rapide. Je ne vais pas partager de tableau blanc. Je voudrais juste reprendre les exemples. Un exemple que j'ai donné au tout début. Pour l'instant, nous avons vu de quoi nous parlions quand nous parlions d'interculturel comme dynamique, comme pont, comme médiation, lorsqu'il s'agit de rentrer dans des thématiques et donc dans l'apprentissage de la langue, de parler français et communiquer en français. Maintenant, on est face à deux autres problématiques qui font partie du métier d'enseignant et qui, à mon avis, sont des challenges très intéressants, mais souvent dans lesquels on se sent un peu plus à l'aise. C'est ce qui concerne les leçons de culture et civilisation. Par exemple, ce que je vous ai raconté de mon histoire de Nice au début de la présentation. Comment présenter Nice, l'histoire de Nice, les cultures, la culture, les cultures niçoises, les patrimoines, le patrimoine. C'est pluriel, partout c'est du pluriel, sans leur expliquer l'histoire. Comment leur expliquer l'histoire sans être uniquement dans un déroulé d'une chronologie passive. C'est ce qu'on a tous comme problématique. Regardez, mon premier exemple, la République française et ses institutions. Ce n'est pas le patrimoine de Nice, mais c'est quelque chose qui est complexe. C'est quelque chose qui nécessite du vocabulaire, c'est quelque chose qui nécessite des connaissances, des définitions, etc. À mon sens, la démarche peut être maintenue de la même manière. Avant d'ouvrir cette double page, avant de regarder les images, les textes des activités, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer par leur proposer le même titre, la République italienne et ses institutions? Eh bien, qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi pas une carte mentale? Pourquoi pas un nuage de mots? Et vous verrez que beaucoup des mots qui sont utilisés pour parler de la République française et de ses institutions seront présents en italien ou en français en ce qui concerne la République italienne. D'accord? Dans le livre sur lequel nous avons travaillé, nous avons aussi parlé des symboles et des emblèmes de la République française. Le même type de pont et d'intérêt de la comparaison est évident si on parle de l'Italie face à la France. C'est très intéressant aussi de comparer. Si vous regardez bien, je fais ressortir cette question numéro 7.
fait des recherches et compare la place du référendum en France et en Italie. À quelle occasion, à quelles occasions est-il utilisé, à quelle fréquence? Une fois qu'on aura donc eu l'occasion d'évoquer ce que l'on sait de la République italienne, de la République française, des institutions italiennes, des institutions françaises, de manière formalisée, par le livre, par le tableau, ou de manière purement orale dans une discussion, une fois de plus, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Nous avons choisi, nous, de nous intéresser à la question du référendum parce que c'est une question qui permet vraiment de voir deux fonctionnements différents et peut-être pour ces étudiants qui sont aussi futurs citoyens, de connaître quelques principes sur le référendum dans leur pays. Je peux vous dire qu'en France, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas bien comment, pourquoi organiser un référendum. Vous avez entendu il y a quelque temps, dans la crise des Gilets jaunes, qu'on a beaucoup réclamé du référendum, etc. Mais on se rendait compte que finalement, beaucoup de personnes ne connaissaient pas bien la réalité. Probablement est-ce la même chose en Italie. Je suppose que c'est la même chose en Italie. Vous le savez mieux que moi. Dans tous les cas, que l'on parle de la culture de type art, politique, institution, histoire, ou que l'on parle d'une thématique qui contient cette culture un peu cachée, il est toujours possible d'entrer de manière interculturelle et il est toujours possible de faire des comparaisons à tout moment. Et en plus, on peut finaliser une tâche avec quelque chose qui restera et qui donnera la sensation à l'élève, pas seulement la sensation, mais c'est une réalité, il aura produit quelque chose. Pas seul avec ses camarades ou bien seul pour certaines tâches. Ça, c'est donc concernant ce premier exemple de culture et civilisation. Mon exemple 2, il s'agit cette fois de culture et citoyenneté. Je viens de parler de citoyens. Je donne beaucoup de cours de culture, mais je donne beaucoup de cours particulièrement de sciences politiques. J'enseigne sur cette thématique-là. Donc, ça m'a particulièrement interpellée et j'ai eu envie de partager ces pages-là. Après la République et ses institutions, je vous propose ici de regarder une double activité sur les volcans. Nos volcans en France et vos volcans en Italie. Je crois que c'est particulièrement d'actualité depuis quelques semaines, si je ne me trompe pas. Voilà, de la même manière, les volcans des zones sous contrôle, le titre pourrait servir à lui seul de carte mentale ou de réflexion avant le cours. Les activités permettront de découvrir des réalités françaises, des réalités de la France d'outre-mer, permettront également à tout moment à l'apprenant de faire des comparaisons de manière explicite ou implicite avec sa propre culture. La dernière activité, une fois de plus, et elle est interdisciplinaire, ce qui est encore un autre niveau de médiation, elle va permettre aussi d'entrer directement dans la comparaison avec, cette fois, quelque chose qui est utile. L'action qui est proposée à l'élève en fin d'activité est une action fort utile puisqu'il s'agit d'éditer une sorte de petite brochure avec l'ensemble des actions qui sont conseillées avant, pendant, après une éruption. Qu'est-ce qu'on pourrait publier, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme information claire, directe et utile? Voilà. On est face à quelque chose qui est concret, on est face à de l'interculturel qui permet de produire quelque chose et pas juste d'introduire ou bien de faire un cours de français. On est sur quelque chose qui enrichit l'apprenant. Ça, c'était pour mon deuxième exemple. J'arrive à la fin de ma présentation et je crois que j'ai plus que largement utilisé le temps qui m'était imparti. Je vous propose donc de regarder ces infos utiles. D'abord les outils, Kahoot pour des quiz par exemple, Mentimeter pour des sondages mais aussi pour des quiz. Pour partager des productions et travailler en collaboration, ça aurait pris trop de temps que je l'introduise dans cette présentation, mais j'aime beaucoup Padlet. Padlet comme étant vraiment un espace collaboratif et une sorte d'interface qui est très conviviale, agréable et qui permet à tous de partager quelque chose. Une image, un mot, répondre à une tâche, partager librement. C'est très, très souple et assez facile à utiliser, je trouve. Voilà. Les deux références bibliographiques dont je vous ai parlé se trouvent là. Vous pourrez en prendre connaissance plus précisément à réception du PDF, bien sûr.
Voilà. Et pour finir, eh bien, je vous laisse avec cette dernière page qui concerne les questions que vous auriez, qui rappelle le QR code que vous pouvez utiliser sur Mentimeter et mon adresse email si jamais vous souhaitiez me poser des questions ou me contacter. Voilà, je serai ravie d'avoir une interaction. Je ne peux pas toujours répondre très rapidement car entre famille, travail, etc., le temps est fort occupé, mais je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Je vais maintenant laisser l'écran à Nicolas qui va vous proposer la suite et je crois que Diane va à nouveau vous présenter quelque chose, n'est-ce pas, Nicolas? Voilà, oui, c'est bien ça. Alors, je te remercie beaucoup, Anaïs, pour ce webinaire vraiment très, très intéressant. J'invite à nouveau tous les participants à poser des questions, soit à travers le chat du webinaire dans GoToWebinar, soit à travers Mentimeter, parce que avec le même QR code, la même adresse que tout à l'heure, vous avez maintenant un écran qui vous permet d'écrire vos questions et nous y répondrons juste après la brève intervention de Diane Guerrier qui va nous rejoindre. Voilà. À toi, Diane. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, voilà le partage d'écran. OK, c'est bon? Alors, je vais... Oui, c'est parfait, Diane. Merci. D'accord, oui. Alors, écoutez, je vais vous présenter rapidement notre nouvelle méthode. C'est à vous. Je vais vous montrer. Excusez-moi, voilà. OK. Donc, c'est à vous. C'est une méthode, comme vous le savez, pour le bienniaux et qui se présente de cette façon. Voilà. Les volumes 1 et 2, ainsi que le volume compact, sont accompagnés d'un livret outils qui contient un précis de grammaire, des stratégies d'apprentissage et un dossier civilisation. Alors, cette méthode couvre les niveaux A1 jusqu'au niveau B2.1. Donc, bien sûr, le guide pédagogique est très complet. Vous aurez aussi à disposition une clé USB avec toutes les ressources numériques et vous trouverez à l'intérieur 80 tests en version Word, 16 présentations PowerPoint avec des contenus abrégés et modifiables, des fiches PDF pour le succès formatif ainsi que la programmation hypercompétente. C'est bien sûr tous les contenus numériques contenus dans le manuel. Alors, j'aimerais vous montrer un petit peu le déroulé d'une unité. Donc, sur la structure de la méthode, nous commençons par une unité 0 pour entrer en douceur dans la langue et faire un peu l'état des lieux des connaissances de nos élèves, grâce à de nombreuses activités de médiation, comme nous l'a suggéré et montré Anaïs. Donc, bien sûr, avec une révision du lexique et de la grammaire de base. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les trois concepts clés de cette méthode sont la motivation, grâce à des supports authentiques centrés autour d'intérêts, de centres d'intérêt des lycéens, avec des activités ludiques et pour une participation active des élèves. Un autre concept clé, c'est la médiation, pour une autonomisation des élèves grâce à des stratégies d'apprentissage. Vous trouverez aussi une progression rigoureuse avec le développement des 4 compétences, avec des activités contextualisées et pour une avancée progressive et systématique. Alors, on va se concentrer quelques minutes sur le livret d'outils complémentaires. Et voilà, je vais vous montrer, il contient donc le précis grammatical, avec les règles expliquées en italien, des tableaux de conjugaison, comme vous voyez, très clairs, un graphisme très clair, les fiches stratégie d'apprentissage, donc 8 fiches pour mieux connaître sa propre façon d'apprendre et adapter ses outils. Voici quelques exemples. Quel type d'apprenant es-tu?
mieux communiquer en classe, organiser, mémoriser son lexique avec une carte mentale. Bon, ces fiches, bien sûr, aident à la construction positive de chaque élève. Le dossier civilisation dont on vient de parler. Et voici un exemple, par exemple, une double page, le langage des jeunes. Alors, vous trouverez toujours à l'intérieur des documents authentiques, actuels et variés. Vous voyez, par exemple, ici une vidéo sur les émoticônes, un document écrit sur le langage SMS, un dessin de presse, un dessin humoristique sur les mots du bitume d'Alain Ray, de nombreux documents authentiques, et toujours des activités visant à faire travailler l'interculturel. Vous voyez par exemple sur cette activité numéro 6, compare avec les deux petits drapeaux, compare les techniques du langage des jeunes en Italie et en France et donne des exemples. Donc voilà, alors revenons un petit peu à l'unité type. Nous allons, dans la page découverte de l'unité, lister les objectifs communicatifs de l'unité. Et nous allons commencer toujours avec une activité interculturelle, on vient de le voir, donc une question préliminaire et un nuage de mots. Dans la double page, nous découvrons, nous allons avoir, grâce aux documents évidemment de sources authentiques, aussi dans cet encadré des activités, une introduction au thème à travers l'observation et la compréhension d'une vidéo par exemple. Et les dialogues sont, vous allez trouver des dialogues en disponibilité karaoké pour s'entraîner à la prise de parole. D'autre part, des questions d'observation, donc dans l'encadré des activités pour formuler des hypothèses, des questions de compréhension globale puis plus affinées, des questions de compréhension écrite, des activités de production orale ou écrite. Alors, vont suivre pour un renforcement là du lexique, 4 pages lexique et communication avec des exercices de compréhension et de production à modalités variées, des écoutes et découvertes actives des tableaux contenant les éléments lexico-communicatifs, ainsi qu'une tâche finale, une activité collaborative pour employer en contexte les contenus étudiés. Donc voici un exemple avec une production écrite, une production orale et une activité pour la classe, toujours avec un renvoi au cahier d'activité, cahier d'entraînement. Voici, je vous montre également une autre activité, Competenze sociali e civiche, donc en lien avec l'éducation civique, qui va permettre, là qui appartient à une autre unité, et qui va permettre de travailler sur l'interdisciplinarité. Alors, vont suivre 4 pages là pour un véritable renforcement de la langue, 4 pages grammaire et verbe, avec des tableaux synthétisés, un code couleur immédiatement repérable, et des exercices en interaction avec un camarade pour un apprentissage actif de la grammaire. Nous allons trouver des activités collaboratives, n'est-ce pas, pour motiver nos élèves. C'est toujours plus ludique et aussi plus comment dire, motivant de travailler à deux. Donc là, vous avez des activités de type oral ou écrite. Donc ce sont ces exercices qui mettent pour mettre en pratique, disons, les notions en cours d'acquisition. Vous trouverez également un coin phonétique fondamental et des renvois au précis grammatical, ainsi que le plus de nombreuses vidéos, de capsules vidéo de grammaire et de phonétique. Alors, en fin d'unité, nous allons avoir une page à vous de jouer avec plusieurs types d'activités ludiques, des jeux, des questionnaires, des défis. Là, par exemple, vous avez un jeu à réaliser en groupe autour des tâches ménagères. Là, un second à réaliser à deux pour vérifier un petit peu les acquis de conjugaison. Enfin, si les conjugaisons sont bien acquises, on va dire. Et une activité pour la classe, un quiz pour la classe. À la fin, après cette page d'activité ludique, nous avons des pages de DELF avec des exercices de préparation DELF A2 et B1 adaptés au nouveau format des épreuves. Alors,
en fin de volume, vous trouverez le dossier culture et citoyenneté, qui propose de motiver les élèves à partir d'éléments culturels très actuels. Vous voyez les titres, droits des lycéens, l'alpinisme, patrimoine de l'UNESCO, les jeunes et le web, l'excellence des territoires, qui propose également de développer une culture civique et responsable en phase avec l'agenda 2030, tout en favorisant l'interdisciplinarité. Voici un exemple, cette double page, les jeunes et le web, donc qui va se décliner en 3 phases. Je découvre, je comprends, j'agis. Et vous allez avoir de nombreux documents authentiques et toujours des activités interculturelles à réaliser en groupe. Là, par exemple, combien d'heures par jour les petits Italiens passent devant les écrans et comparer avec les activités, les pratiques des adolescents français. Voilà. Alors, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est qu'apprendre une langue, nous l'avons vu, c'est partager des cultures, d'un côté comme de l'autre, connaître sa propre culture, mais aussi partager, découvrir celle de l'autre. Donc, c'est à vous, place l'approche interculturelle au cœur de sa pédagogie. Les élèves vont découvrir les originalités et les points communs entre les cultures italiennes et françaises. Voici un exemple de tâches ménagères, toujours avec l'encadré infoculturel et des activités en groupe. C'est à vous développe aussi une culture citoyenne et responsable et vous trouverez donc le fameux dossier civilisation pour une découverte du patrimoine français et bien sûr francophone. Donc, c'est plus facile d'apprendre en groupe et en s'amusant quand on va à son rythme. Donc, c'est à vous propose de nombreuses activités collaboratives à réaliser en classe ou à distance. Beaucoup d'activités ludiques pour motiver et faciliter l'acquisition des connaissances. C'est à vous favorise aussi la médiation, c'est ce qu'on a vu. Chacun bénéficie des acquis de l'autre ou valorise ses propres progrès. C'est à vous va favoriser la gestion de l'hétérogénéité avec une démarche progressive pour s'adapter aux différents profils de la classe. Et c'est à vous favorise également la prise de parole et développe la compréhension et la production orale ainsi que la mémorisation simplifiée. C'est plus motivant avec des documents de sources authentiques. Bon, notre manuel reflète la variété médiatique que la génération des ados utilise. Le plus, comme je vous l'ai dit, ce sont les capsules vidéo que vous allez trouver tout au long de la méthode, des vidéos comme documents déclencheurs ou support d'activité, des tutos de grammaire et de phonétique à utiliser en classe ou en autonomie, des vidéos culturelles dans le livret, ainsi que des vidéos authentiques d'épreuves de DELF et des dialogues interactifs. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le numérique a été, cette méthode bien sûr a été conçue avec toute une panoplie d'outils numériques, bien sûr, pour répondre à la didactique à distance actuelle. Alors, pour découvrir C'est à vous, nous allons vous laisser donc tous ces liens. Voyons, on va les regarder rapidement. Vous allez pouvoir, je pense que cette brochure numérique va répondre à certaines, sans doute, à certaines de vos questions. Vous verrez un petit peu la façon dont elle se présente. Toutes les caractéristiques y sont décrites. Vous allez pouvoir visionner et voir certaines vidéos, voir effectivement comment s'organisent les différentes pages. La didactique, donc Digital Integrata. Là, dans cette brochure, vous allez pouvoir visionner donc les vidéos des leçons, les vidéos de grammaire réalisées par des professeurs, vidéos de phonétique, ainsi que des vidéos de passation, des vidéos authentiques de passation d'épreuves. Vous trouverez aussi dans cette brochure numérique toutes les indications plus techniques de configuration des volumes. Voilà. D'autre part, cet autre lien va vous permettre de feuilleter de feuilleter les volumes, de voir un petit peu comment fonctionne le karaoké, où évidemment les élèves vont pouvoir s'enregistrer, enregistrer leur voix, ce qui est très important. Les vidéos de grammaire, vous allez revoir, effectivement, vous allez pouvoir découvrir différentes vidéos et différentes audios. Donc, voilà pour C'est à vous. Alors, je voudrais aussi rappeler aux professeurs qui sont ici présents, peut-être certains d'entre vous enseignent en collège, notre nouvelle méthode pour le collège qui s'appelle Formidable. Je vous laisserai également un lien
une autre brochure numérique où vous pourrez découvrir là aussi les caractéristiques, disons, de cette nouvelle méthode. Alors, pour les sections ISABAC, je profite de cet instant pour vous indiquer notre nouvelle collection Histoire qui tient compte de la réforme des lycées et qui aborde donc l'histoire de façon chronologique. Donc, voici, c'est ce que nous proposons pour les sections ISABAC. J'en profite aussi pour vous dire que le 26 avril, nous aurons un webinaire animé par Henri Simoneau, qui est un des co-directeurs de la collection, et qui parlera des 3 révolutions. Pour les sections littérature, nous proposons cet ouvrage sous la direction de Camille Dapoigny, qui nous fera aussi le plaisir d'animer un webinaire le 28 avril sur la littérature contemporaine au regard de l'histoire, c'est-à-dire les liens entre littérature contemporaine et histoire. Alors, pour les professeurs qui auraient besoin de travailler sur des niveaux plus élevés, nous vous proposons la méthode cosmopolite sur des BE, B2, C1, C2. Vous trouverez là aussi, à travers ce lien, toutes les audios et les vidéos pour pouvoir les consulter, les écouter. Je terminerai en vous rappelant que notre nouvelle collection DELF, conforme au nouveau format d'épreuve, est sortie. Les DELF A2 B1 sont déjà, si vous voulez, sont déjà sortis, sont déjà en circulation, je dirais. Le DELF B2 sera prêt pour cet été. Là aussi, à travers ce lien, vous pourrez non seulement feuilleter certaines pages, vous aurez aussi accès aux audios et puis à une vidéo de Bruno Maigre, qui est donc le directeur du département certification de France Éducation Internationale et qui explique très rapidement en quoi consiste la réforme du DELF. Voici. Donc, dans chaque volume, vous trouverez plus de 200 activités, 4 épreuves blanches complètes, de nombreux conseils méthodologiques, des corrigés, les transcriptions évidemment intégrées, ainsi que tous les médias, les vidéos de passation, les vidéos authentiques de passation d'épreuves et des dialogues interactifs qui permettent aux futurs candidats donc de se mettre en confiance et de se préparer aussi bien de façon autonome qu'en classe, aussi bien à distance qu'en présence. Voilà, donc évidemment, à l'ère de la didactique à distance, je vous propose d'autres liens, toujours pour pouvoir feuilleter nos volumes, pour pouvoir visionner les vidéos, pour pouvoir découvrir les contenus numériques de nos ouvrages pour les collèges et lycées italiens. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse également nos adresses mail, à moi, la mienne bien sûr, celle de Nicolas Prinetti et celle de Violaine Jamin qui est à Paris et qui a toujours un plaisir infini à venir en Italie, elle aussi pour nous parler de didactique et nous présenter toutes les collections. Voilà, alors je vais laisser finir cette présentation. Laissez, comment dire, vous libérer. Merci Diane pour cette présentation et je remercie aussi tous les participants qui sont restés avec nous et qui ont bien voulu explorer très rapidement notre catalogue et notre offre, surtout pour le biennium, mais pas seulement, pour le collège aussi. Et je vais résumer certaines des questions qu'on a reçues pour pouvoir y répondre avec Anaïs. D'abord, une enseignante nous signale que pour des garçons qui ont des difficultés, comme ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux, j'utilise des images, des photos et des mots-clés. C'est ce qu'elle a écrit. Je pense que c'est par rapport aux propositions d'activités que tu as mentionnées lors
de la présentation tout à l'heure, Anaïs. Ensuite, nous avons une série de petites questions techniques auxquelles je vais répondre parce qu'il s'agit de comment avoir l'attestation, etc. Alors, je vais vous rappeler les principales infos techniques. Tout d'abord, l'attestation sera envoyée directement à l'adresse email que vous avez donnée lors de l'inscription au webinaire. Donc, vous recevrez automatiquement l'attestation dans quelques jours de la part de la Scuola Academy qui est agréée pour fournir la formation aux enseignants. Ensuite, vous recevrez également par email un lien qui vous permettra de revoir le webinaire en vidéo. Donc, spécialement pour ceux qui auraient raté le début pour des questions des réunions et de superposition avec d'autres activités scolaires. Donc, vous recevrez le lien pour revoir le webinaire. Et ensuite, troisième point, les liens qui ont été mentionnés par Anaïs Doré-Mater et par Diane Guerrier seront contenus dans le PDF qu'on vous enverra, le PDF des diapos qu'on a projetés. Vous les avez vus aussi défiler dans le chat du webinaire, tous ces liens, mais vous les retrouverez également dans le PDF de la présentation. Donc, si tu veux, Anaïs, réagir sur la question des besoins éducatifs particuliers par rapport aux activités que tu as proposées. Oui. Alors, déjà, j'espère que vous m'entendez bien parce que comme je suis à distance, il y a de la famille à la maison et le bruit parasite. Moi, je n'ai pas d'expérience particulière, puisqu'on est quand même là dans du partage d'expérience. Je n'ai pas d'expérience particulière avec des publics qui auraient des besoins spécifiques. Il me semble cependant que ce que l'enseignante propose, à savoir des images et des mots-clés, c'est une excellente manière de déclencher une réaction et que l'on peut tout à fait, par ce biais, arriver à faire se rencontrer différentes idées et à retourner sur la même thématique que l'interculturel. Je pense que tout document déclencheur qui permet d'éveiller à l'autre et de renvoyer à soi fonctionne très bien. Mais encore une fois, je me fais toute petite parce que je n'ai vraiment que très très peu de connaissances de l'enseignement du français et langue étrangère dans des besoins spécifiques, vraiment. Je ne sais pas si Diane ou Nicolas, vous avez quelque chose à ajouter dans les outils que nous proposons et dont nous disposons, si vous pensez à des choses spécifiques. Du côté éditorial, qui est un peu plus notre matière à nous, je peux vous rappeler que avec nos méthodes, nous proposons toujours un recueil de fiches qu'on propose aux enseignants pour qu'ils puissent choisir les points de langue à traiter et sur lesquels travailler avec des élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Donc avec C'est à vous aussi, nous fournissons toute une série de 71 fiches en fait, avec C'est à vous pour l'enseignant, mais c'est des fiches qui sont prévues pour l'élève. Mais c'est l'enseignant qui fait le filtre et qui les utilise au cas échéant avec ses élèves. Et puis, je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous préparons pour l'année prochaine un volume spécifique pour les besoins éducatifs particuliers qui est lié à la méthode C'est à vous. Donc, il y aura un contenu supplémentaire pour les besoins éducatifs particuliers. Et ensuite, ce que je pense qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'approche actionnelle qui est typique des publications, des méthodes Hachette, surtout les méthodes de ces dernières années, la méthode actionnelle qui donne la forme surtout à la partie de découverte de chaque unité, prévoit très souvent des interactions entre les élèves de la classe, entre les élèves et l'enseignant évidemment, mais aussi entre les élèves entre eux. Et ça, c'est une approche aux besoins éducatifs particuliers qui est vraiment inclusive parce que ce n'est pas prévu qu'il y ait nécessairement dans cette phase, surtout de la phase de découverte initiale, un parcours à part, mais par contre, l'inclusion est prévue
dans la normale pratique de classe avec tous les élèves de la classe. Donc, ça vaut surtout pour la première partie de chaque unité. L'inclusion passe à travers la pédagogie actionnelle. Ensuite, pour ce qui est des développements des points de langue, alors là, on a des fiches spécifiques pour les aborder selon les difficultés. Et puis ensuite, dans le livre des tests, on fournit toujours des tests et des tests simplifiés et des tests DSA spécifiques pour justement faciliter l'évaluation des élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Ensuite, tout ce qui concerne les médias, donc les karaokés pour les dialogues, les vidéos, les audios, là, à travers le numérique, on a toujours aussi des instruments qui facilitent l'inclusion et qui facilitent l'inclusion à travers les intelligences multiples des jeunes. Donc, voilà, c'est à peu près pour faire le tour de ce qu'on a prévu d'un point de vue éditorial, rattaché à ce qu'Anaïs disait tout à l'heure à propos de la pédagogie actionnelle. Tout à fait, avec les cartes mentales, tu disais les intelligences multiples à travers les cartes mentales. J'ajouterais simplement que justement pour le collège, nous avons prévu déjà un volume formidable pour tous, qui est vraiment spécialement conçu justement pour chaque élève et puis qui reprend en les simplifiant les pages grammaire, verbe, conjugaison, donc si vous voulez parallèlement à la méthode et qui permet effectivement à chaque élève d'aller à son rythme. C'est ça l'idée aussi. D'autre part, toutes les pages stratégies d'apprentissage participent aussi à cette idée d'inclusion. Voilà. Nous avons en même temps une réaction d'une enseignante qui cite Gardner pour ce qui concerne les intelligences multiples, j'imagine. Et voilà, sinon, beaucoup de compliments et de remerciements pour Anaïs pour ce webinaire de la part des enseignants qui nous ont écrit dans le chat. Et merci vraiment à tous ceux qui ont participé et à Anaïs et à Diane qui nous ont porté tellement d'informations et de suggestions utiles pour la classe. Merci. Bon, merci à Anaïs, effectivement. Merci Nicolas. Et nous sommes toujours à votre disposition, comme vous avez vu. C'est très facile aujourd'hui de pouvoir se mettre en contact. Nous avons tellement de possibilités, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous et au revoir. Merci à tous. À bientôt.